l'hypnose, on en entend beaucoup parler en ce moment, puisque c'est une thérapie qui se répand de plus en plus dans les pratiques de soins, notamment à l'hôpital. L'hypnose, on pourrait la définir comme un état naturel. En fait, c'est ce que les neurosciences nous ont dit très récemment, c'est-à-dire une capacité que le cerveau il a à gérer deux situations en même temps, qu'on va appeler état dissociatif. Et j'aime bien prendre l'exemple du trajet en voiture. Quand on prend la voiture et qu'on part d'un point A à un point B, on a tendance à un peu à oublier le trajet qu'on est en train de faire, puisqu'on a l'habitude de le faire, et à partir un peu dans ses pensées. Donc on fait deux choses à la fois. Et il y a trois caractéristiques en fait du phénomène hypnotique. C'est cet état de dissociation, cette impression d'être là sans être là, une capacité que le cerveau il a à focaliser l'attention sur quelque chose et donc à s'absorber vis-à-vis d'une situation, et aussi une plus grande suggestibilité. La caractéristique aussi du phénomène hypnotique, c'est de rendre le patient, la personne qui vit en fait l'état hypnotique, plus suggestible que la normale. Donc c'est une thérapie qui est plutôt plurielle, qui peut s'utiliser dans plein de domaines, au travers du champ de la thérapie, de la psychothérapie, mais aussi dans le cadre de l'analgésie et des symptômes, et en l'occurrence en cancérologie sur plein de symptômes différents. Alors moi j'utilise l'hypnose à l'Institut de cancérologie de Lorraine dans le cadre des symptômes pénibles dus à la maladie cancéreuse. Ça peut être aussi bien la prise en charge de la douleur, donc associée à la prise des médicaments et les prises en charge standards, mais aussi dans la gestion des symptômes pénibles induits par la maladie ou au traitement. Alors il y a par exemple les nausées d'anticipation en cours de chimiothérapie, ça peut être les bouffées de chaleur dues au traitement hormonal chez les patientes, mais aussi la préparation aux examens anxiogènes comme les patients claustrophobes avant une IRM ou avant des séances de radiothérapie. Donc l'hypnose elle est vraiment complémentaire des traitements standards sans les remplacer, mais en tout cas elle s'adresse à une autre partie, à un autre champ en fait de la souffrance du patient, parce que le docteur Rousselot hier en parlait, cette fameuse souffrance dont les patients peuvent être exposés pendant leur traitement, et l'hypnose va répondre partiellement à un pan de cette souffrance-là en s'adressant peut-être à leur capacité à reprendre du contrôle sur la symptomatologie. L'avantage c'est que peut-être c'est déjà qu'il y a peu ou pas d'effets secondaires. Il y a évidemment des contre-indications qu'il faut connaître, mais qui vont être plus dans le champ de l'adhésion déjà du patient à la thérapie, la formation aussi du thérapeute et à ses compétences à pouvoir accompagner les patients, et peut-être aussi certaines limites pour des troubles dissociatifs comme la schizophrénie, mais qui n'est pas une contre-indication absolue, simplement l'idée que c'est quelque chose qui s'inscrit dans une prise en charge particulière en psychiatrie par exemple. L'avantage, je vous dis, c'est que peu d'effets secondaires. L'idée de redonner du contrôle au patient au travers des exercices qu'on va lui enseigner pendant les séances, qu'on va appeler auto-hypnose, et ces exercices vont lui amener à se rendre compte qu'il peut reprendre du contrôle en diminuant sa douleur, en diminuant l'intensité de ses symptômes. C'est un peu tout l'enjeu de la pratique hypnotique. Pas du tout, la télé, l'image de l'hypnose qui est véhiculée à la télé, c'est un peu mesmer, sans faire de mauvaise pub, mais en tout cas cette idée que on va un peu renvoyer l'idée que l'hypnose en fait est un moyen de prendre le contrôle sur l'individu. En fait, on sait qu'un tout petit pourcentage de la population est très réceptif aux suggestions verbales directes, et quand ces personnes vont assister à ces spectacles-là, dans le public, ces hypnotiseurs de spectacle ne vont pas prendre quelqu'un au hasard, ils vont prendre des gens qui sont plus réceptifs à cette forme de suggestibilité. Dormez, je le veux, vos doigts se rapprochent et restent collés, etc. Et on sait très bien que cette forme de suggestibilité là, elle n'est possible que sur un faible pourcentage, mais surtout avec l'idée que le patient accepte indirectement de vivre cet état-là. Sinon, il ne payerait pas sa place pour aller à un spectacle. Dans le cadre de la thérapie, c'est complètement différent. On est sur quelque chose où on va utiliser une hypnose, une forme plus indirecte de l'hypnose, avec des suggestions plus permissives, qui vont tourner plus autour de l'idée de la métaphore, des techniques de communication particulières, pour redonner en fait au patient le choix. Donc on n'a pas du tout une posture de quelqu'un qui va prendre le pouvoir sur le patient, mais plutôt lui montrer qu'il a la capacité de pouvoir reprendre du contrôle sur son symptôme. C'est-à-dire que pour le coup, c'est un peu l'inverse, c'est qu'on redonne en fait l'outil au patient, puisque je vous disais que c'est un état naturel, seulement on va le formaliser avec des techniques particulières et vraiment spécifiques. Elle a longtemps été marginale, mais plus le temps passe, plus effectivement on en parle, et de plus en plus de gens s'y forment. Déjà parce que, je vous le disais, ça permet aux soignants, aux médecins, aux psychologues, à tous les professionnels de santé de se familiariser avec un outil, pouvoir répondre à la souffrance du patient grâce aux mots, grâce à de la communication. Donc c'est quand même quelque chose d'assez novateur dans la mesure où ça ne nécessite pas de gros moyens matériels. Et indirectement, l'avantage, je dirais que c'est aussi peut-être de changer sa manière de s'exprimer, parce qu'en hypnose, il y a tout un pan autour de la communication, et
et apprendre à reformuler la manière de s'adresser aux patients, ne plus faire de tournures négatives, ne plus utiliser de mots qui renvoient à l'idée de souffrance. Donc, et puis même tout l'ordre du non-verbal, de la manière dont on va se positionner vis-à-vis du patient pour pouvoir lui redonner ce contrôle. Si je suis assuré dans ma posture et si je renvoie à l'idée au patient qu'il a les capacités de faire telle ou telle chose, j'ai beaucoup plus de chances, si vous voulez, qu'il adhère plutôt que d'aller dans le doute ou de lui induire de lui adresser des ordres directifs. Voilà. Les deux ouvrages ont été coécrits, je suis co-auteur, il y a bien eu évidemment d'autres participants à ces deux ouvrages. Le premier sur l'hypnose s'adresse effectivement à tous les, j'ai envie de dire, normalement il est initialement écrit pour les professionnels de santé et essentiellement pour un public infirmier. Mais plus les gens en fait le lisent, plus les retours sont, effectivement c'est un bon moyen aussi d'approcher l'hypnose, de se renseigner sur son histoire, la manière dont elle s'est installée dans les soins. Donc j'ai envie de dire maintenant que c'est un ouvrage qui peut s'adresser à tout public. C'est certain qu'il est un peu plus spécifique et que si on veut rentrer un peu plus dans le détail du champ de la douleur ou des soins, ce sera plus orienté. Le deuxième, dans le cadre des soins de support, le docteur Rousselot, notre chef de service au CISPO, on a parlé, c'est effectivement un ouvrage qui est effectivement plus spécifique à l'oncologie médicale et aux soins de support. C'est le seul ouvrage dédié spécifiquement à cette pratique-là, en tout cas pour la collection des aides-mémoires chez l'éditeur du Node. J'ai envie de dire, ça peut aussi s'adresser à des patients ou à des familles de patients qui se posent des questions, notamment sur les démarches à entreprendre dans le cadre de la prise en charge sociale, ou autrement sur la socio-esthétique, où Véronique nous en a parlé hier, ou l'éducation physique adaptée. Donc j'ai envie de dire encore une fois, initialement c'est un ouvrage qui était orienté pour un type de professionnel, mais l'expérience nous dit que ça peut concerner tout le monde à partir du moment où ça le concerne.